Loin de moi l'idée de ce soir de vouloir faire une leçon et d'expliquer et de dire tiens, on a tout compris. C'est plutôt de partager avec vous un, un- un facteur humain et c'est pas du tout le facteur de Jacques Tati, hein, mais l'erreur, c'est acceptable et on fait tous, enfin on va en parler après, hein, et on va expliquer le pourquoi de l'erreur. Je pense qu'il faut d'abord démarrer par un quiz. Donc, et la quiz, vous l'avez à l'écran, hein, c'est dans votre vie quotidienne, combien pensez-vous faire d'erreurs par jour en moyenne? Oh, c'est bien, Ah, cool. c'est génial. Ah non, mais ça s'inverse. C'est excellent. Donc là, je pense que vous voyez pas comme nous les résultats en direct, mais on avait une réponse qui était taquée, puis ça s'est complètement inversé. Ok, on vous laisse encore 10 secondes. On a allez, encore 80 personnes, 80% qui ont répondu. Allez, on met fin au sondage et je vous partage les résultats. Voilà. Eh bien, Ok. un grand merci. A répondu, et alors, on en fait plus de 10, hein, puisque la moyenne, c'est 30 erreurs par jour et par personne. Hein, donc, ça va vous surprendre, et on fait plein d'erreurs, et entre autres sur l'erreur de compréhension. Et si d'ailleurs on a la capacité ce soir, hein, de faire raconter ce que chacun a vu pendant cette conférence, hein, ce qu'il a compris, on serait surpris de voir qu'on n'a pas vraiment tous compris la même chose. Et ça, c'est une des grandes causes d'erreur, c'est la compréhension. Hein, je reviendrai d'ailleurs tout à l'heure. Donc, la modestie, hein, par rapport à l'erreur, c'est dire attention, le taux d'erreur, hein, de l'homme est fort. Par contre, on a aussi un taux de fiabilité extrêmement élevé. Alors, c'est ce que je vais revenir. Donc, c'est effectivement plus de 10, hein, puisque c'est 30 erreurs par jour en moyenne et par personne. Alors, je vais reprendre un certain nombre de. Il y a très peu de slides. Hein, je vais essayer de pas de respecter le timing qui m'a été donné, de ne pas dépasser 18 minutes, puis on a déjà mangé deux. Hein, donc, c'est de reprendre un certain nombre de principes que beaucoup d'entre vous ont déjà dû lire. Hein, donc, j'espère que vous apprendrez un petit peu quelque chose, mais peut-être pas si, hein, si vous êtes déjà des experts en facteurs humains. Alors, le modèle Reason est quelque chose qui est très important du point de vue modélisation. C'est un Anglais, hein, qui a inventé, enfin, qui a dessiné ce modèle après avoir travaillé d'ailleurs sur d'autres problèmes d'erreurs, et il montre qu'un événement, c'est toujours une succession de défaillances du système. Hein, c'est-à-dire qu'il montre qu'il y a une sorte de plaque, il schématise donc l'environnement amont. Hein, pourquoi on a une erreur aujourd'hui en avalanche? Parce qu'on est parti un petit peu tard ce matin de la maison, on a parti un peu trop tard, on n'a pas vraiment eu le temps de lire le bulletin d'avalanche, on n'a pas pris les bons skis, on a passé un petit peu trop tôt, on a fait une petite erreur de démarrage. C'est tout un process, et ce qui est embêtant, c'est que dans un système dans lequel il y a plusieurs individus, donc dans une équipe par exemple, eh bien c'est souvent l'individu de dernier niveau, c'est le pilote qui va planter l'avion, c'est le chirurgien qui va faire l'erreur de chirurgie, et pourtant il faut regarder tout le système. On pourrait repartir sur la formation initiale qu'on a reçue. Hein, donc, est-ce que cette formation initiale était la bonne? Est-ce qu'il n'y a pas eu des trous dans la formation initiale? Est-ce que dans l'expérience, on a bien tiré leçon de nos propres expériences, qu'on avait compris des erreurs que nous avons fait, hein, auparavant sans conséquence? Est-ce que ce n'est pas des problèmes dans le fonctionnement de l'équipe? Est-ce que ce n'est pas des problèmes tout simplement d'organisation et de procédure opérationnelle et l'individu? Et donc, quand on a une erreur, c'est en général faute à pas de chance, parce qu'il y a eu plusieurs facteurs contributifs, facteurs influents, qui sont à l'origine de l'erreur. Et ce qui est intéressant dans ces plaques, c'est que l'humain est dans l'ensemble des plaques. Qui conçoit la formation initiale? Donc, qui fait leur propre tour d'expérience? C'est chacun l'individu. On a fait tous, par exemple, des expériences douloureuses. Ici, ce soir, on a tous fait, là, on est 380, je ne sais pas combien on est ce soir en connecté, mais on a tous fait l'expérience douloureuse de mettre son doigt sur la bougie. On nous a tous dit, attention, quand on est enfant, de ne pas toucher la bougie. Pourtant, c'est fascinant, une flamme. Hein, et on va toucher la bougie, on va faire un retour d'expérience. Donc, le retour d'expérience, il est immédiat, parce qu'on va
l'expérience est douloureuse. D'ailleurs, personne ici n'a fait l'expérience douloureuse d'être écrasé par un camion, donc ça, on ne le fait pas. Et en tant que parent, on mettra beaucoup d'énergie pour expliquer et contrôler que l'enfant a bien compris comment traverser la rue. Et il y a des expériences qu'on tire mauvaise expérience. Je vais vous parler 2 minutes là, sur l'accident du Concorde. Nous étions au courant de la fragilité du Concorde. Nous savions très bien que les pneus pouvaient exploser, que ça fait des petits trous dans l'aile. Et on n'avait pas vraiment tiré l'expérience de se dire un jour, on aura des petits trous dans l'aile, on aura un grand trou. Et ça, c'est l'origine de Gonesse. Je vous souhaite à jamais de vous retrouver dans une situation qui est très, très douloureuse à vivre, c'est de dire un accident, je le savais, ça allait arriver. Donc ça, c'est assez intéressant parce que quand on a des signaux précurseurs, ce que je dis toujours, c'est qu'on a toujours un peu de chance. C'est-à-dire que quand on apprend à conduire, quand on ouvre sa portière, il y a très peu de chances de se payer le cycliste du premier coup. Donc le cycliste, il va passer à peu près et on va prendre des marges. Et les fois suivantes, on va bien regarder avant d'ouvrir sa porte. Et donc, quand on ne tire pas l'expérience de ces erreurs, on va se mettre en grande difficulté et on sera extrêmement fâché vis-à-vis de soi-même de ne pas avoir su écouter ce que notre expérience nous a dit. Le fonctionnement de l'équipe, ça c'est un problème, on pourrait y passer des heures. Les relations humaines dans une équipe, si vous changez Pierre par Paul, ça ne fera pas la même chose, ou Caroline par Sylvie, ça ne fera pas la même chose. Et ça, c'est absolument passionnant, mais c'est aussi une des fragilités. Et la même équipe, je veux dire, avant ou après, c'est pas la même chose. Se faire opérer à l'hôpital en mai et en novembre, c'est pas une très bonne idée, puisqu'il y a l'arrivée des internes. Donc, le temps qu'ils connaissent tout le système. Donc, si jamais vous allez à l'hôpital, essayez d'éviter le mois de mai et le mois de novembre. Donc, les procédures opérationnelles, c'est la même chose. Donc, et l'individu soi-même. Et je vais revenir un petit peu sur le problème des fragilités de l'individu. Alors, je vais parler un peu de la prise en compte du facteur humain. Alors, le facteur humain, dans Air France, quand on a introduit les facteurs humains, c'était dans les années 75, 60. On a vu apparaître dans le monde des accidents étonnants d'avions dans lesquels le pilote, avec 20 000 heures d'expérience, quelqu'un de calme, de posé, d'instructeur, qui, à un moment donné, a eu une réaction étonnante. Il a viré à droite ou il a tourné à gauche, et c'est l'accident à Katmandou, dans la montagne. Donc, un problème de conscience de situation. On a eu plusieurs accidents, il n'y a pas que celui de Katmandou. Et on se dit, il y a un truc très curieux parce qu'il y a des erreurs étonnantes qui sont faites par des grands professionnels. C'est ça qu'il faut tous faire attention. C'est pas parce qu'on maîtrise un domaine qu'on est sujet. Pensez à Eric Tabarly, qui était quand même un des plus grands marins, je pense, de la planète, qui va tomber de son bateau de manière totalement étonnante, une erreur qu'a priori il n'aurait jamais dû faire. Donc, alors, on a travaillé à partir des documents de la NASA et on a introduit les facteurs humains dans toute formation de pilote de ligne dans le monde. Et si nous n'avions pas introduit la notion de facteur humain dans les compagnies aériennes, nous aurions un crash par semaine. Alors, en ce moment, avec le Covid, on n'aurait pas de crash parce qu'il n'y a pas de décollage. D'ailleurs, le plus simple, si on ne veut pas d'accident en montagne, il suffit de ne pas sortir. Si on ne veut pas d'ennui à l'hôpital, mais il ne faut pas accepter des patients. Et une compagnie aérienne ne pas décoller. Donc, ça, c'est une autre partie. Par contre, de travailler sur ces thèmes pour comprendre l'origine de nos facteurs, de nos erreurs, ça, c'est absolument passionnant. Ça permet d'un regard lucide sur nos fragilités, de dire, bah oui, je peux faire des erreurs. Et je pense que les grands professionnels, c'est quelqu'un qui est capable de dire, surveillez-moi davantage. Donc, un commandant de bord, si vous rentrez dans un cockpit, vous verrez que le commandant de bord, c'est le monsieur qui est à gauche et le jeune copilote est à droite. Eh bien, le commandant de bord, avec ses 60 ans et ses cheveux gris, se fait contrôler par le jeune pilote de 25 ans. Donc, sur les erreurs, est-ce qu'un commandant de bord de 50 ans ou de 60 ans peut-il se tromper dans un paramètre de saisir son ordinateur? La réponse est oui. Est-ce que c'est pas plus malin que le jeune copilote puisse regarder est-ce qu'il a bien saisi le bon paramètre? Donc c'est intéressant et ça il faut vraiment pas il faut pas d'amour propre de dire je ne vais pas vérifier mes paramètres si on a la chance d'avoir le regard de l'autre et regarder avec quelle facilité on voit les fautes d'orthographe de nos camarades. On voit pas forcément les siennes, on voit très bien celles des camarades. Donc faisons relire nos courriers aux autres. Sensibilisation aux défaillances humaines, ça c'est donc quelque chose d'important, mais c'est surtout, je reviens derrière, il y a des bonnes pratiques sécurité qui permettent non pas d'éviter les erreurs, mais d'éviter les conséquences de l'erreur. Alors, je vais continuer donc sur les choses. Alors, errare humanum est, l'erreur est humaine. Ça, c'est vieux. C'est une phrase que j'ai trouvée sur une vieille slide PowerPoint du temps des latins. Et on oublie souvent la deuxième partie de la locution. Donc, si errare humanum est, mais il y a perseverare diabolicum. C'est persévérer dans l'erreur et diabolique. C'est intéressant parce qu'on se souvient de la première, on dit l'erreur est humaine. On oublie de dire attention de refaire la même erreur plus tard. Ça, c'est quand même assez étonnant.
étonnant. 80%, et ça c'est très très important, des facteurs contributifs d'accident, que ce soit accident d'avion, accident de montagne, accident de centrales nucléaires, sont liées à des erreurs humaines. 80% des avions qui vont percuter la planète étaient des avions en bonne santé. Ce n'est pas l'avion qui est en cause, c'est en général une cause humaine. Ça peut être l'avion, mais c'est plutôt rare. Le cerveau humain est quelque chose d'extraordinaire qui va privilégier la rapidité de réaction plutôt que la réflexion. C'est là où Alain parlait tout à l'heure de système 1 et système 2. Donc, c'est un livre passionnant qu'on mettra tout à l'heure la référence, qui montre bien que la notion de système 1, c'est le système intuitif automatique. Quand on marche, on ne dépense aucune énergie. On connaît comment ça marche, de changer de point d'équilibre en point d'équilibre. Et pourtant, un enfant, quand il apprend à marcher, c'est douloureux. Là, il y a un retour d'expérience quotidienne, le nombre de chutes qu'on va devoir faire avant de bien comprendre. Et une fois que c'est acquis, on ne dépense absolument pas d'énergie. Et lorsque le cerveau passe en mode, je veux dire, système 2, en mode réfléchi, analyse, je suis devant une difficulté que je n'ai jamais vue, eh bien, on se fatigue davantage, parce que là, le cerveau doit réfléchir, analyser, essayer de comprendre, de trouver une solution. Et donc, on va toujours faire fonctionner le plus possible le système 1 en mode automatique et non pas en mode réfléchi. Et on fera le mode réfléchi, bien sûr, quand on est en difficulté, c'est le mode réfléchi qui prend le pas à ce moment-là. Il y a une décision de dire stop, je réfléchis avant d'agir. L'erreur et l'intelligence humaine, c'est deux pièces d'une même face. C'était la phrase de James Reason. Derrière, va suivre une slide qui est peut-être un peu moins travaillée, mais qui montre les côtés pile qui est très fort, le côté infiabilité, le côté fragilité. Et les erreurs sont utiles pour les mécanismes d'apprentissage et l'organisation d'activité. Une erreur, c'est quelque chose de fondamental, et quelqu'un qui vous déclare son erreur, il faut dire merci, au lieu de l'engueuler. C'est grâce aux erreurs qu'on pose des marches, c'est grâce à nos erreurs qu'on devient de plus en plus, qu'on va acquérir de l'expérience et devenir, si possible, un jour un homme sage. Alors, là, c'est ça qui est un petit peu moins travaillé, mais il y a beaucoup de choses dedans. C'est l'homme acteur de fiabilité. Quand on va parler de facteur humain, il ne faut jamais le dire, l'homme est quelque chose de fragile, qui fait des erreurs, peut-être, mais l'homme est capable de faire des choses incroyables. C'est qu'on a des capacités. Quand on va parler de fragilité, il faut tout de suite le mettre en regard, non pas de fragilité, mais de fiabilité. Et c'est pour ça que l'homme est capable de faire des choses extraordinaires, on est capable d'apprendre. On peut toujours apprendre, on n'a jamais terminé ses études. Donc, c'est pas parce qu'on a un jour un diplôme universitaire que l'apprentissage est terminé. L'apprentissage, c'est quelque chose de continu, et on prend d'ailleurs grand plaisir à apprendre. On est toujours heureux d'avoir appris quelque chose. On est capable d'analyser, on est capable de décider, et on est capable de décider avec des données manquantes. Ça, c'est extraordinaire. Le côté idéal dans lequel le problème est bien posé, dans lequel on a toutes les données pour prendre les décisions, c'est pas comme ça que ça se passe dans la vie. On a un certain nombre d'éléments pour prendre sa décision, et on prendra la moins mauvaise décision avec les éléments qu'on va faire. On est capable de mémoriser, ce que je dis régulièrement. Je n'ai jamais entendu une personne âgée, de dire « memory full », il n'y a plus de place. On a toujours de la place, on peut toujours acquérir de nouvelles expériences, de lire de nouvelles choses, de rencontrer de nouvelles personnes, d'avoir des échanges. Notre mémoire est infinie. On peut douter. Douter, c'est une machine, il n'y a aucune machine qui doute. On est doté d'intuition. Je ne le sens pas, ça c'est extraordinaire. Il n'y a aucune machine qui dira je ne le sens pas. Et on est capable d'inventer une solution, d'inventer quelque chose d'inconnu. La résilience est une des grandes capacités. On est capable d'aimer, il n'y a aucune machine qui aime. Donc, toutes ces grandes qualités, je pourrais en mettre énormément. Et attention, de l'autre côté, on est sujet à erreur de perception. On peut se faire avoir sur des illusions visuelles. Et c'est dont tout le monde a fait ici, de ce qui est un jour de brouillard quand on est en blanc complet, quand tout est blanc, etc. Nos repères visuels étant perdus, ça fait des illusions étonnantes. On pense que ça monte et ça descend ou l'inverse. Enfin, c'est assez surprenant. On dispose d'une mémoire de travail très limitée et très fragile. Autant notre mémoire, je veux dire, mémoire longue est absolument étonnante, mais on est capable uniquement d'avoir en même temps sur un sujet donné, de garder 7 données importantes quand on veut faire quelque chose de très délicat, quand on est sur un acte de chirurgie ou sur un acte de pilotage ou de sauvetage en montagne.
montagne. Et là, attention, une interruption de tâche fait qu'on va perdre très rapidement une des données et là, on va se mettre en difficulté. On est sujet à la fatigue. Nos parents ont mal fait la machine parce que quand ils nous livrent à la société, ils nous livrent avec une notice technique et cette notice technique, elle n'est pas capable de donner le nominal tous les jours. C'est-à-dire qu'il y a des jours où on est fatigué, on ne fera pas les choses qu'on était censé devoir faire, mais ça, c'est lié à la fatigue, à la maladie. On est soumis au stress. Quand on a peur, on a des actions étonnantes, on fait des erreurs. Tout le monde, j'imagine, ce soir a déjà tapé un 8 au lieu d'un 3 ou un 5 au lieu d'un 1. Et quand on tape un numéro de téléphone, on a toujours des fois été surpris de se dire mince, c'est pas la bonne personne que j'ai. On a des erreurs de communication. La communication est un acte compliqué. Si je dis comme ça, il faut comprendre, c'est un exemple que j'aime bien prendre. Si je vous dis Quentin va à l'école et que je vous donne que ça, la performance humaine, c'est qu'avec peu de données, Quentin va à l'école, je n'ai que ça comme données. Eh ben, le cerveau dit, si j'ai ça comme données, c'est un petit garçon qui va à l'école. Non, j'ai pas fini ma phrase. Quentin va à l'école, il a des difficultés avec son cours de mécanique quantique. Donc là, c'est plus du tout un petit garçon de 10 ans qui va à l'école avec son sac à dos, c'est cette fois-ci un étudiant. Non, j'ai pas fini ma phrase. Quentin va à l'école, il a des difficultés avec son cours de mécanique quantique, il a des difficultés à faire respecter la discipline. Bingo, c'est le professeur. Et donc, si l'erreur que nous faisons dans la communication, la compréhension qu'on a des gestes quotidiens, des différentes informations qu'on reçoit, 9 fois sur 10, c'est juste. Le cerveau a fait le bon choix dans le bon contexte. Et de temps en temps, ce n'est pas du tout le bon contexte, ça fait le quiproquo. Je rappelle que le mot quiproquo, c'est latin et ça veut dire erreur médicamenteuse. Donc, ça veut dire que l'erreur médicamenteuse, ce n'est pas récent. Et sélectionne des informations, c'est assez amusant. On prend les informations qui confortent notre intuition. Si on a décidé que c'était tel vallon, que c'était tel sommet, le cerveau, au début, va sélectionner uniquement tout ce qui va aller dans ce sens-là, même s'il y a des petits signaux qui ne sont pas les bons. Il faudra que le cerveau passe en système 2 pour dire non, c'est pas ça que je suis en train de voir. C'est pour montrer deux choses. C'est d'un côté une performance humaine étonnante, évidemment étonnante, et attention, on a des fragilités aussi très rapides. Alors, ça, c'est intéressant, ça n'a rien à voir avec l'élection de Donald Trump, mais les mensonges confortables, on va être beaucoup plus facilement avoir tendance à les écouter, alors que des vérités qui ne font pas plaisir, ça, on va essayer de les éviter. On n'aime pas vraiment entendre ce qui ne nous fait pas plaisir. On est tous construits pareil, c'est assez, il ne faut pas l'oublier. Alors, quand on travaille sur les facteurs humains, je ne vais pas vous les détailler ce soir, ce n'est pas un cours des facteurs humains, mais ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, les experts, on arrive à peu près à s'entendre sur une dizaine de thèmes de facteurs humains. Il y a l'erreur, la conscience de la situation, qui est souvent à l'origine de beaucoup d'erreurs, de décisions entre autres. C'est de bien comprendre, bien analyser la situation pour être capable de prendre la bonne décision. La synergie d'équipe, qui est un travail passionnant, comment on travaille à plusieurs, comment la synergie se fait, y compris d'ailleurs entre un guide et ses clients. La communication, on pourrait y passer également toute une soirée passionnante sur la communication, le stress, la physiologie, donc comment tout ça fonctionne, la prise de décision, au moment incertain ou l'absence de décision, le système complexe. Alors, on pourrait parler qu'en montagne, on a entre, je veux dire, la formation initiale, la formation d'expérience, le groupe, enfin tout le système, la réglementation, la loi, la justice, tout ça c'est intéressant et comment nous on se balade dans tout ce système. L'interface homme-machine, je pense qu'on va avoir dans quelques temps des erreurs de smartphone. Donc, on fait une confiance absolue dans Google, qui est absolument étonnant, ou dans un géoportail. Et comment l'homme va interagir avec sa machine. Il y a tout un travail passionnant à voir. Souvent, d'ailleurs, on personnifie maintenant nos GPS. Qu'est-ce qu'il t'a dit, comme si c'était un collègue de montagne. Et la vigilance collective, la vigilance, elle ne peut être que collective. Dans un groupe, on reporte toute la vigilance sur le chef ou le leader. On fait une grosse erreur. Il faut vraiment répartir la vigilance sur l'ensemble du groupe. Donc, tous ces thèmes, ça se travaille. Tous ces thèmes, on pourrait y passer, je veux dire, chaque thème, c'est presque un bouquin passionnant à lire. Est-ce que c'est vraiment comme ça que ça se passe dans le cerveau? Ça, c'est encore une autre question. En toujours est-il que c'est intéressant de travailler ces thèmes pour essayer de comprendre comment tout ça fonctionne. Alors, ensuite, une fois qu'on a compris que tout ça, il y a des mécanismes qui sont à l'origine des erreurs, on peut faire deux choses sur lesquelles on peut agir. On ne peut pas s'empêcher de faire des erreurs. Ça, c'est le premier message, c'est pas le point numéro 1, mais de dire, je vais chercher des
des guides de montagne ou des skieurs ou des enseignants ou des médecins ou des pilotes de ligne qui feront jamais l'erreur, ou des infirmières. Ça, c'est une grave erreur. Donc, l'erreur, elle se fera dans 1 an, dans 2 ans, dans 10 ans, et très certainement par un très bon professionnel. Par contre, on peut créer des environnements, des méthodes de travail, une organisation qui va générer moins d'erreurs. Donc, et ça, là, il y a des choses qu'on peut faire sur l'organisation d'une sortie en montagne, donc de façon à se mettre dans une condition qui va limiter le nombre d'erreurs possibles, on va dire, et rendre l'activité robuste et résistante à l'erreur humaine. C'est ça le grand secret des facteurs humains, c'est que ce n'est pas de supprimer l'erreur, c'est de rendre le système robuste à l'erreur. C'est ça tout le. Si vous reteniez ce soir qu'une seule chose, c'est qu'on peut rendre l'organisation robuste à l'erreur et non pas empêcher l'erreur. Alors, je vais terminer ensuite. Une nécessité, c'est bien sûr de partager nos erreurs. Quand on a une erreur, on n'est pas fier. J'ai fait une erreur, on fait des erreurs de calcul, mais on fait des fautes d'orthographe. Je rappelle la différence entre l'erreur et la faute. La faute, c'est une faute intentionnelle. Une erreur, c'est humain, donc c'est pas volontaire. Donc une faute est volontaire, une erreur n'est pas volontaire. Et la violation, c'est un petit peu différent, c'est un peu entre les deux. C'est que là, c'est une erreur d'expert. On sait que c'est pas bien, mais on le fait quand même. On prend le petit raccourci en sachant que c'est pas bien et on le fait quand même. Donc ça, c'est assez intéressant, mais c'est aussi un autre débat. Quand on fait une erreur, on n'est pas content, on a fait une sacrée erreur. Et vous avez déjà dû vous remarquer que quand vous parlez de vos erreurs, que vous osez en parler, à ce moment-là, on a des réactions étonnantes, laquelle, moi aussi, tiens, j'ai fait la même, il y a pire que toi, etc. Et de parler de l'erreur, c'est absolument rassurant parce qu'on se rend compte qu'on n'est pas tout seul et c'est important pour faire le retour d'expérience d'en parler. Alors, je vais terminer sur 2 slides et puis je crois qu'on pourra laisser la parole aux questions, puis peut-être aux questions pour l'un des panélistes. C'est qu'est-ce qu'on fait? Si on sait que l'homme fait des erreurs, on ne va plus rien faire, on est faillible. Maintenant, on peut avoir des bonnes pratiques sécurité. Et ces bonnes pratiques sécurité, il y en a tout plein. Et là, j'en ai cité une bonne douzaine. L'attitude professionnelle, de rester professionnel, ça c'est important et on voit bien que quand on quitte le côté professionnel et qu'on devient un peu trop amical, par exemple dans une organisation avec un cockpit ou un bloc opératoire ou une équipe, il faut rester pro dans l'attitude professionnelle. Le briefing, c'est faire une sortie en montagne sans briefing peut générer des catastrophes. La checklist, on pourrait parler des heures. La checklist, c'est passionnant, c'est le contrôle de choses déjà faites, mais il ne faut pas multiplier la checklist. Il faut faire peu de checklist, mais au bon endroit, au bon moment. Il y a la do list, puis il y a aussi la shopping list quand on va faire ses courses à Carrefour. Si on ne veut pas se faire engueuler qu'on a oublié le chocolat en rentrant, il vaut mieux l'écrire. La communication sécurisée, donc ça, on pourrait y parler des heures. D'ailleurs, quand vous donnez un numéro de téléphone, on fait répéter le numéro qu'on a écrit pour être certain qu'on ne s'est pas trompé. C'est des manières, sont des bonnes astuces. Les passions de consigne, comment passer le débriefing, la protection de l'environnement et le travail des collègues. On ne dérange pas quelqu'un qui est sur une action difficile. La gestion de l'interruption de tâches, quand on interrompt quelqu'un dans une tâche difficile, on met 80% des accidents au niveau de la préparation des médicaments, c'est quand on interrompt une infirmière qui prépare les piluliers. Donc ça, c'est une chose risquée. Où la répartition des tâches, comment on partage les tâches dans un groupe, le contrôle croisé, l'autocontrôle, la délégation, tout ça sont des choses extrêmement intéressantes à travailler. Et c'est à partir de ces bonnes pratiques de sécurité, quand on plie un parachute, c'est un autre qui vérifie, c'est le contrôle croisé. Donc ce sont des bonnes pratiques de sécurité. Oui, il y a des bonnes pratiques de sécurité. On ne peut pas empêcher l'homme de faire des erreurs. Par contre, on peut s'organiser pour que l'erreur n'arrive pas à l'accident.